Cette année, la Pentecôte se célèbre sans restrictions sanitaires. Une bonne nouvelle pour beaucoup, même si certains croyants se montrent encore un peu méfiants et réticents à l'idée de pratiquer à nouveau collectivement leur culte. C'est l'occasion donc de revenir sur cette liberté fondamentale qu'est la liberté de culte, car même si les lieux de culte ont pu rester ouverts pendant la crise du Covid, les limitations ont fait l'objet de nombreux recours devant le juge administratif. Alors que reste-t-il de ce contentieux ? Que se passerait-il si un nouvel état d'urgence sanitaire était déclaré ? Est-ce que la protection de la liberté de culte décline à la même vitesse que la baisse de la pratique religieuse en France ? Voilà des questions que je poserai ce soir à mon invité, Frédéric Dieu, maître des requêtes au Conseil d'État. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir et merci Frédéric Dieu d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, je précise bien sûr que vous vous exprimez ce soir à titre personnel. Vous avez publié, en fait, et c'est la raison pour laquelle on est heureux de vous avoir ce soir, plusieurs articles, dont certains sont directement accessibles librement en ligne, que les auditeurs donc peuvent consulter. Et je voudrais donc ce soir revenir avec vous sur un article tout particulièrement que vous avez écrit, La liberté de culte en période d'urgence sanitaire. Alors on va revenir sur les décisions du juge administratif qui ont été rendues dans les 18 derniers mois, même dans les 2 dernières années. Mais je voudrais commencer par une comparaison avec un autre état d'urgence que les auditeurs connaissent bien aussi, c'est l'état d'urgence sécuritaire. Dans l'article donc que je mentionne, la liberté de culte en période d'urgence sanitaire, vous faites une comparaison donc entre l'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire. Et vous dites que l'état d'urgence sanitaire s'impose à tous, tandis que l'état d'urgence sécuritaire ne s'appliquerait qu'aux quelques-uns susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique. Et alors justement, le problème avec ces mesures sécuritaires, n'est-ce quand même pas qu'elles touchent quand même tout le monde, les contrôles pour tous aux aéroports, les contrôles, les personnes qui patrouillent dans la rue, ça impacte quand même peut-être un petit peu tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire ? Oui, alors c'est vrai que vous avez raison de pointer ces premiers éléments que je mets en introduction de mon article. Et c'est vrai que l'état d'urgence sécuritaire, qui a quand même duré 2 ans, en novembre 2015, novembre 2017, 2 ans en continu, avec une augmentation des contrôles de sécurité, des protocoles stricts pour l'accès aux lieux publics, les écoles, une surveillance vidéo accrue. Voilà, ce sont quand même des mesures liberticides, mais je dirais que dans cet état d'urgence sécuritaire, les mesures les plus liberticides, et je pense aux assignations à résidence, aux perquisitions administratives, aux fermetures administratives d'établissements recevant du public, d'ailleurs notamment de certains lieux de culte, ces mesures les plus liberticides ont concerné un nombre limité de personnes, et du point de vue justement de la qualification de l'identité des personnes, quand même essentiellement des personnes de confession musulmane, il faut bien le dire. A contrario, l'état d'urgence sanitaire a atteint vraiment tous les citoyens français sur le territoire. C'est évident avec le confinement strict que nous avons connu lors du printemps 2020, avec une liberté d'aller et venir quasi supprimée. On se souvient des attestations dont on devait se munir pour aller à 1 kilomètre de chez soi au maximum. C'est évident aussi avec le port du masque dans la rue et au bureau qui était imposé à tous. Avec la quasi-obligation vaccinale qui a fait suite à la transformation du passeport sanitaire en passeport vaccinal, avec le fait également que nos enfants ont été touchés par des protocoles sanitaires particulièrement stricts ou rigides dans les établissements scolaires. Et cet état d'urgence sanitaire, plus généralement, il a bouleversé les rapports sociaux, avec parfois cette méfiance réciproque entre les personnes très prudentes et celles qui l'étaient peut-être moins, une division peut-être de la société entre les pros et les anti-masques, les anti-vaccins, etc. Cet état d'urgence sanitaire, il a réduit les déplacements, il a bouleversé le monde du travail avec l'avènement quand même massif du télétravail. Donc voilà, tout cela est quand même beaucoup plus influé sur la vie sociale et a quand même limité un nombre assez considérable de libertés. Et je pense que voilà, pour cette raison, l'état d'urgence sanitaire que nous avons connu était incomparablement plus attentatoire au mode de vie habituel des Français. Oui, l'impact a été plus fort. Autre chose vraiment surprenante que vous écrivez, c'est
par rapport à la question de l'autorité jurisprudentielle des décisions qui ont été rendues par les juges administratifs. Et vous dites, il faut souligner qu'il n'a donné lieu à aucune décision fichée, c'est-à-dire dotée d'une autorité jurisprudentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les décisions qu'ont pris les juges des référés, les juges administratifs et le Conseil d'État n'ont pas vraiment une autorité de jurisprudence ? Alors là, je vais nuancer un peu mon propos parce qu'il se trouve que lorsque j'ai écrit cet article, le classement des décisions, parce qu'on a un classement avec une autorité plus ou moins grande de nos décisions qui est fait, et lorsque j'ai écrit cet article, ce classement n'avait pas encore été actualisé. Donc je nuance en disant qu'effectivement, on a un certain nombre d'ordonnances de juges de référé liberté qui ont été classées dans le rang intermédiaire, en fait, dans les décisions qui ont autorité jurisprudentielle. Donc elles ont une certaine autorité. En revanche, ce que je confirme, c'est que les décisions qui nous concernent ce soir, donc en matière de liberté de culte, aucune ordonnance concernant du juge de référé liberté, concernant la liberté de culte, ne fait l'objet d'un classement comme décision ayant autorité jurisprudentielle. Voilà. Donc dans le propos qui nous intéresse, on n'a effectivement aucune décision qui serait amenée à orienter la jurisprudence future. Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que ces décisions, elles sont souvent longuement rédigées, longuement motivées, elles sont presque d'ailleurs plus longues que les décisions classiques des formations collégiales du Conseil d'État. Et en matière de liberté de culte, donc on n'a aucune décision qui fasse autorité jurisprudentielle. En revanche, il est certain que auront une autorité jurisprudentielle toutes les décisions qui ont vraiment orienté la façon définit la façon qu'a le juge d'exercer son office et son contrôle, c'est-à-dire la façon d'apprécier la condition d'urgence, la façon d'examiner la nécessité, la proportionnalité des mesures gouvernementales, la façon d'influer aussi sur la politique gouvernementale en prononçant des injonctions à l'égard du gouvernement, et d'ailleurs, et plus généralement, la fonction qu'a eu le Conseil d'État, la possibilité qu'a eu le Conseil d'État d'occuper une place centrale dans le débat public lors de cet état d'urgence sanitaire, bien plus que le judiciaire, et de susciter un peu, de cristalliser les attentes des citoyens. Je dirais que dans tout cela, il y a quelque chose qui va marquer certainement la jurisprudence. C'est ça. Alors, bon, si je résume, vous me direz si c'est correct ou pas, on peut dire que le Conseil d'État a généralement validé les décisions du gouvernement, les restrictions. Il y a eu quelques exceptions, mais si je synthétise, généralement les restrictions ont été approuvées. Et vous critiquez justement dans l'article que vous avez écrit peut-être un raisonnement circulaire, c'est-à-dire que le gouvernement déclare qu'il y a un état d'urgence et donc qu'il doit prendre des restrictions, et le juge à qui on dit mais ces restrictions sont trop fortes, il faut les annuler. Écoutez, il y a un état d'urgence, donc ces restrictions sont proportionnées. Alors est-ce qu'il y a une faille selon vous ? Est-ce que c'est un peu ce raisonnement circulaire qui a été tenu ? Alors oui, je pense qu'il y a une faille dans le raisonnement, et il y a un risque aussi un risque pour les citoyens, un risque qui consiste à ce que le juge balaye comme ça tout leur recours au seul motif qu'il y a une urgence sanitaire, sachant que cette urgence elle est définie, elle est documentée par le gouvernement. Donc ça, c'est tout à fait un risque. En revanche, ce que je soulignais, c'est que ce risque-là, il ne s'est réalisé que pendant le confinement strict que nous avons connu donc au printemps 2020. Donc en réalité, dans les premières décisions qu'a rendues le Conseil d'État sur ce confinement strict, effectivement, on a un peu un raisonnement qui est quand même très elliptique et très rapide, et qui évacue comme ça les recours des citoyens en disant écoutez, il y a une urgence sanitaire. Or, pour le recours que vous faites nécessite, pour que je fasse droit au recours, il faut qu'une condition d'urgence soit remplie, il faut que votre recours présente un caractère urgent, et en réalité le caractère urgent de votre recours il est
il est neutralisé par l'urgence sanitaire qui existe. Voilà. Donc là, il y a vraiment un problème puisque par définition, ça clôt, ça met fin immédiatement au litige. Mais heureusement, ça n'a concerné que les premières décisions rendues à l'occasion du confinement strict du printemps 2020. Et par la suite, le raisonnement qu'a eu le Conseil d'État, ça a été de ne pas statuer en fait sur la condition d'urgence, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter à ce stade-là, mais d'aller directement au fond du litige, et donc d'examiner s'il y avait, oui ou non, une atteinte illégale, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale. Voilà. Sans statuer sur la condition d'urgence, qui permettait de répondre directement au fond à la préoccupation principale de l'auteur du recours, qui était de savoir si la mesure qu'il contestait portait atteinte ou non à une liberté fondamentale. Alors du coup, je vous pose la question de peut-être manière un peu naïve, mais qu'est-ce qu'une liberté fondamentale si finalement on peut y déroger? Est-ce qu'elle n'est pas, du coup, par définition, pas si fondamentale que ça? Alors, il se trouve que donc la plupart des recours dont nous parlons, ils ont été présentés selon une procédure d'urgence, selon un qu'on appelle le référé liberté dans notre code de justice administrative. Ce référé liberté, il est formé par une personne qui estime qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à une liberté fondamentale. Et il faut, je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi également qu'il y ait une condition d'urgence pour qu'on fasse droit à se référer liberté. Ça signifie concrètement que ce ne sont pas toutes les méconnaissances, ce n'est pas n'importe quelle, la moindre méconnaissance d'une liberté fondamentale qui va être censurée par le juge du référé. Il faudra qu'il y ait une atteinte grave, donc il y a une condition de gravité, et manifestement illégale. Manifestement, ça veut dire c'est évident que il y a une atteinte illégale à une liberté fondamentale. Donc ça, c'est la première chose, c'est que l'office du juge ne le conduit pas à sanctionner la moindre méconnaissance d'une liberté fondamentale. Donc déjà là, il y a une exigence importante. Il faut vraiment qu'on ait affaire à quelque chose de grossièrement contraire à une liberté fondamentale, si je peux dire. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'en fait, les libertés fondamentales, elles sont mises en balance avec d'autres libertés fondamentales. Ce qui fait qu'on va pouvoir méconnaître ou porter atteinte à une liberté fondamentale afin de préserver une autre liberté fondamentale. Et c'est un peu le raisonnement que tient le juge administratif, et d'ailleurs qu'a tenu aussi le juge constitutionnel, c'est que la liberté de culte notamment, qui est une liberté fondamentale, il n'y a aucun doute là-dessus, cette liberté de culte, elle peut être diminuée, voire supprimée, afin de sauvegarder une autre liberté fondamentale, ou une autre liberté en tout cas de même rang au niveau juridique, qui est la protection de la santé publique. Donc la protection de la santé publique étant un élément de la protection de l'ordre public. Et donc c'est par ce raisonnement-là qu'en fait on va accepter une méconnaissance de la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, parce que il s'agit de faire respecter une autre liberté fondamentale, qui est la protection de la santé publique. Donc c'est juridiquement, je dirais, fondé, et ça a été socialement accepté, peut-être aussi du fait d'une médiatisation importante des problèmes sanitaires et donc d'une prise de conscience par beaucoup de citoyens de ce que peut-être qu'à ce moment-là, il était plus important de protéger la santé publique que de protéger la liberté de culte. C'était peut-être l'opinion dominante, au moins à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si l'information est publique. Donc là, on a parlé des référés liberté, donc ces procédures d'urgence. Est-ce qu'il y a d'autres recours qui se sont faits de manière plus commune devant le juge administratif qui vont être décidés prochainement? Est-ce que il est possible de savoir s'il y en a eu beaucoup, si des décisions ont été prises récemment sur ces restrictions? Oui, nous avons des décisions qui ont été rendues au fond. Il y en a plusieurs dizaines. Je n'ai pas le nombre exact dans les décisions qui font jurisprudence. Il doit y en avoir une quinzaine ou une vingtaine environ. Beaucoup de ces recours ont été rendus dans des choses qui sont assez accessoires par rapport à notre sujet. Je pense notamment à toutes les dispositions qui ont été prises pour organiser des concours de la fonction publique. Quand on mettait en place des visioconférences, quand on supprimait des épreuves. Donc il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits contre ces mesures-là. J'ai noté quand même
plusieurs annulations, peut-être plus d'annulations par des décisions au fond que par des ordonnances du juge du référé liberté. Dans ces annulations, je peux citer deux décisions relativement récentes. Une décision du Conseil d'État, donc au fond, du 15 janvier 2021, qui a annulé le décret, les dispositions d'un décret qui prévoyait que le Premier ministre pouvait subordonner une manifestation sur la voie publique à une demande d'autorisation, ce qui était en rupture totale avec notre droit public traditionnel, selon lequel une manifestation elle est soumise à une simple obligation de déclaration et non pas une obligation d'autorisation. Et encore plus récemment, une décision du Conseil d'État du 28 janvier 2022, où le Conseil d'État a annulé les dispositions d'un décret qui imposait à l'époque aux ressortissants, pendant l'état d'urgence sanitaire, qui imposait aux ressortissants nationaux de justifier de motifs très stricts et très difficiles à satisfaire, des motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, des motifs de santé, des motifs professionnels, donc de justifier de ce type de motifs pour être autorisés à revenir sur le territoire français. Donc il s'agissait de mesures qui concernaient donc nos compatriotes expatriés, à qui on demandait donc de fournir un de ces motifs pour pouvoir rentrer en France pendant l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil d'État a estimé que ces exigences-là étaient disproportionnées et donc illégales.